Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de la série 2 sur les espaces vectoriels. Alors, il s'agit donc de l'exercice que vous avez sous les yeux. Donc, on nous donne les parties de R2, sont-elles, ces parties-là, A, B, C, D, sont-elles des sous-espaces vectoriels de R2? Et bon, la deuxième question, on passe à un R3 de X. Donc, je vais rappeler d'abord ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel avant de corriger l'exercice. Donc, je suppose qu'on a un espace vectoriel muni de un cas espace vectoriel muni d'une addition et d'une multiplication externe. Alors, si je prends une partie F, une partie de E, une partie de E, alors on dira que F est un sous-espace vectoriel. F est un sous-espace vectoriel. Alors on l'écrit comme ça, hein, SEV de E, si et seulement si j'ai trois choses. F n'est pas vide. F n'est pas vide. Oh. F différent du vide. Alors, en général, on montre que le 0 de E appartient à F. Donc, 0 de E appartient à F. C'est ce qu'on montre d'une manière générale. Parce que bon, si on n'a pas le 0, c'est une condition nécessaire. Si le 0 de E n'est pas dans F, c'est pas la peine de continuer. C'est pas un sous-espace vectoriel. C'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante, je le répète. Elle est nécessaire, pas suffisante. Et donc, deuxième chose, la stabilité pour la loi interne. Donc, pour tout UV dans F, on a E plus V qui appartient à F. Ça veut dire que F est stable pour l'addition. Et la troisième chose, la stabilité pour la loi externe. Bon, pour tout alpha dans K et tout E dans F, alpha E appartient à F. Voilà. Donc ça, c'est la définition ou la propriété caractéristique, si vous voulez, qu'on peut aussi raccourcir en disant que c'est équivalent à toujours F non vide. Et donc toujours on vérifie que le 0 de E appartient à F. Et pour tout alpha dans K, donc on va combiner la stabilité pour la loi interne et la loi externe en une seule fois. Pour tout alpha dans K, pour tout E et V dans F, alpha E plus V appartient à F. Voilà, donc soit on le démontre en séparant la stabilité pour la loi interne et la loi externe, ou en les prenant ensemble d'un seul coup. Donc là, dans le cours, on vous a montré que ces deux propriétés sont équivalentes, c'est facile à voir. Et donc, ça c'est la première façon de montrer qu'on a un sous-espace vectoriel. On en verra une autre quand on parlera de parties génératrices. Donc, on va passer à l'exercice 2, donc la première question. La première question me dit, donc, est-ce que les parties suivantes sont des sous-espaces vectoriels de R2? Alors, si je prends la partie A, c'est des exercices assez évidents. Donc, c'est l'ensemble des x, y dans R2, tel que x plus y égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le 0 de R3, de R2 n'est pas dans A. Parce que là, A est une partie de R2. Et R2, on connaît ses lois, la loi interne et la loi externe. On sait que R2 est un R espace vectoriel muni de l'addition usuelle et de la multiplication par un nombre usuel aussi.
Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, 0, 2, R2, je rappelle, c'est 0, 0, c'est le couple 0, 0, n'appartient pas à A, c'est évident. Donc, je conclus que A n'est pas un sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel de R2. C'est rapide. Et si je regarde A, c'est la droite. Donc si je la regarde dans le plan, hein, c'est la droite d'équation y égale 1 moins x que vous avez tracée. Alors on passe à B. B, c'est l'ensemble des x, y dans R2 tel que x égale y. Ça, c'est la première bisectrice. Hein. C'est la droite d'équation y égale x. Alors, là, donc, je vais le faire. J'ai 0 de R2 qui appartient à B, évident, n'est-ce pas? Parce que 0 est égal à 0. Je vais prendre E égale xy et V égale x' y' dans B. Et donc ma question, est-ce que E plus V appartient à B? Je vais poser ma question. E plus V appartient à B, point d'interrogation. Donc j'ai E plus V par définition de l'addition dans R2, c'est x plus x', y plus y'. Alors, moi, je sais, donc qu'est-ce que je dois prouver? Je dois prouver que la première composante de E plus V est égale à la deuxième composante de E plus V. Donc, je dois prouver, si j'appelle ça grand X et ça grand Y, je dois prouver que grand X est égal à grand Y, point d'interrogation. Donc, j'ai X. Donc, E appartient à... Pardon. E appartient à B, donc X égale Y. E appartient à B, ça implique que X égale Y. V appartient à B, ça implique que X' est égal à Y'. Alors, de là, je peux tirer, on s'en l'a appris au collège, que je peux additionner terme à terme de X plus X' est égal à Y plus Y'. Et ça prouve que E plus V appartient à B. Donc, j'ai montré la stabilité pour la loi interne. Alors, on fait la même chose pour la loi externe. Donc, je prends alpha dans R et E égale XY dans B. Alors, ma question, est-ce que alpha E appartient à B? Point d'interrogation. Alors, je reviens à la ligne. E appartient à B, donc X égale Y. Je prends alpha dans R, ça entraîne que alpha X est égal à alpha Y. Et donc, ça entraîne que alpha E appartient à B, puisque alpha E, c'est alpha X, alpha Y. D'accord? Donc, B est un sous-espace vectoriel de R2. Voilà, on passe à C. Alors, C, c'est l'ensemble des x, y dans R2, tel que x, y, le produit égale 0. Alors, le produit égale 0. Donc, on voit que le 0 de R2 appartient à C, donc C n'est pas vide. Mais comme j'avais dit, donc c'est une condition nécessaire, pas suffisante. Alors, qu'est-ce qui ne va pas marcher? Donc, si je prends... Je vais le prendre comme ça. Donc, si je prends E égale XY
V égale X', Y'. Dans C, ma question, est-ce que E plus V appartient à C, point d'interrogation. Alors, on va aller voir ce que ça donne. Quand j'écris E plus V, donc par l'addition dans R2, ça fait X plus X', Y plus Y'. Alors, ma question, donc là, c'est un grand X et un grand Y. Ma question, est-ce que U plus V est dans C, c'est-à-dire est-ce que son grand X fois son grand Y est égal à 0? D'accord? Alors, je vais voir grand X fois grand Y, qu'est-ce que ça donne? Grand X fois grand Y, ça fait X plus X' fois Y plus Y'. Là, je suis dans R. Ça donne en développant, tout le monde sait le faire, XY plus, je vais mettre X', Y', plus XY' plus X', Y. Alors, je sais que ça, c'est 0. Ça, c'est 0, puisque U et V sont dans C, n'est-ce pas? Donc, c'est 0, 0. Plus, il me reste ce XY' plus X', Est-ce que c'est toujours 0? Ça, je ne suis pas sûre. Et donc, comment faire? Je ne suis pas sûre, donc ça ne va pas marcher tout le temps. Donc, je vais essayer de trouver ce qu'on appelle un contre-exemple, c'est-à-dire deux éléments U et V qui sont dans C et dont la somme n'est pas dans C. Alors, pour ne pas être dans C, il suffit que cette somme-là soit non nulle. Parce que nous, on veut XY égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre E. On choisit, ou là, c'est comme vous voulez, on choisit U égale. Alors, les valeurs les plus simples pour X et Y, je prends 1 en X, et donc je suis obligée de mettre 0 en Y. Là, si je remarque, le produit, il est un croisé XY' plus X', Y. Il suffit qu'un des deux ne soit pas nul. Et donc, je vais prendre V égale, je vais croiser 0, 1, puisque les produits sont croisés, XY'. Donc, je vois que mon XY', X c'est 1, Y' c'est 1, ça fait 1, et X', Y, ça fait 0. Donc, le XY, le grand XY, n'est pas égal à 0. Autrement dit, je vais dire que ce E-là, il appartient à C, parce que son XY est égal à 0, que V appartient à C, mais U plus V, d'après l'addition, ça fait 1, 1, d'après l'addition dans R2, n'appartient pas à C, puisque le produit, ça fait 1, le produit de XY est égal à 1. Donc C n'est pas stable pour l'addition, et par conséquent, ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Alors, après, avec ces histoires dans R2, dans R3, il suffit de remarquer que la forme, l'équation qui définit le A, le B, le C, remarquez que c'est linéaire ou pas linéaire, c'est-à-dire de la forme AX. Alors, si on regarde grand A, j'ai Y qui est égal à 1 moins X. Ce n'est pas une équation linéaire, ce n'est pas l'équation d'une droite linéaire. Le B, c'est linéaire. Le C, il ne faut pas penser que c'est linéaire parce que X et Y varient tous les deux. Donc, ce n'est pas de la forme 1X. Ne pensez pas que XY, c'est de la forme 1X. Il suffit de prendre le couple XX et ça devient X au carré égale 0.
Donc, ce n'est pas une équation linéaire. Et donc, on sent plus ou moins que le A ne va pas marcher, le B va marcher, le C ne marche pas. Et on regarde le D. Alors, D, c'est l'ensemble des XY dans R2, tel que X inférieur ou égal à Y. Alors, ça, c'est l'équation de quoi? C'est l'équation d'un demi-plan. Alors, demi-plan, c'est celui-là, on va le tracer. J'ai la première bisectrice, y égale x. Et le d, donc x est inférieur ou égal à y. Voilà pourquoi je dessine, parce que chaque fois que je pose la question aux étudiants, on me dit le demi-plan inférieur, parce qu'il voit inférieur, x inférieur ou égal à y. Il suffit de prendre un point ici et de voir. Sans x, il est là, et sans y, il est là. Donc, ce n'est pas là. C'est pas d. Donc, d, il est de l'autre côté. Donc, notre d, c'est... Alors, je vais prendre des couleurs. D, il est là. C'est ça, d. Alors, je reviens à... Je reviens à donc ma preuve. Qu'est-ce que j'ai? Mon 0 de R2, il est dans D. N'est-ce pas? Parce que 0 est inférieur ou égal à 0. Mais qu'est-ce qui ne va pas marcher? Pour une inégalité, vous avez appris déjà au collège que si vous avez x inférieur à y, x' inférieur à y', vous pouvez faire x plus x' inférieur à y plus y'. Donc là, je peux dire que D est stable par addition. Par contre, on vous a appris que si vous avez une inégalité, que vous multipliez l'inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Donc, on va voir si je prends E égale xy dans D, ça veut dire que x est inférieur ou égal à y. Je prends alpha égale moins 1. Alors, moins 1 fois E, c'est égal à moins x moins y. Et qu'est-ce que je sais? Moins x est supérieur ou égal à moins y. Donc, moins E n'appartient pas. Donc, moins 1 fois E n'appartient pas à D. Et donc, D n'est pas stable pour la loi externe. Et donc, D n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Voilà. Alors, on passe à la deuxième question. Deuxième question, on change de style d'ensemble. On nous parle de sous-espace vectoriel de R3 de X. Alors, R3 de X, je rappelle, pour n appartenant à une étoile, Rn de X, c'est l'ensemble des polynômes dans R de X, tel que le degré de P inférieur ou égal à n. Alors, on vous a montré dans le cours que R de X muni de l'addition de deux polynômes et de la multiplication par un scalaire par un nombre est un R espace vectoriel, et aussi Rn de X, c'est un sous-espace vectoriel de R de X, et donc c'est un espace vectoriel aussi. Donc j'avais oublié de vous dire que tout sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel, puisqu'il y a la stabilité pour la loi plus, il y a la stabilité pour la loi point. Et donc, les lois deviennent des lois internes dans le sous-espace, et comme elles ont les propriétés d'addition et de multiplication externe dans tout l'espace, elles vont les garder dans le sous-espace. Et donc, le sous-espace devient un espace vectoriel.
Donc ici, on nous donne, donc là, on sait que Rn de x est un R espace vectoriel. Donc on nous donne E, c'est l'ensemble des polynômes dans R de x, dans R3 de x, c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à 3, dont la dérivée première s'annule en 1. D'accord? Donc il s'agit là de la fonction polynôme associée au polynôme P. Alors, qu'est-ce qu'on doit vérifier pour voir si c'est un sous-espace vectoriel? Première chose, 0 de R3 de x, c'est-à-dire le polynôme nul. 0 de R3 de x. Et je le rappelle, c'est le polynôme nul. Alors, est-ce qu'il appartient à E? Oui, donc la dérivée, je vais l'appeler 0 tout simplement. 0. Alors, 0 de R3. Bon, je vais garder ça. Appartient à E. Parce que dérivé, le polynôme nul, c'est toujours le polynôme nul. Car 0 prime. Bon, 1, c'est 0. Alors là, le 0, c'est le 0 de R, n'est-ce pas? Ici. Ici, c'est le 0 de R. Parce que c'est la valeur du polynôme en 1. Alors, donc, mon E n'est pas vide. Maintenant, est-ce qu'on a la stabilité? Je vais la faire étape par étape. Donc, je prends deux polynômes, P et Q, dans E. Et je vais essayer de voir si P plus Q appartient bien à E. Alors, E, il est défini par cette petite équation P' de 1 égale 0. Donc, pour savoir si P plus Q appartient à E, je dois vérifier que P plus Q prime en 1 est égal à 0. Bon, là, j'utilise les propriétés de la dérivation de la somme de deux polynômes. Je sais que c'est P' plus Q' de 1, qui fait P' de 1 plus Q' de 1 par définition. Et là, ça fait 0 plus 0, puisque P et Q sont dans E. N'est-ce pas? Donc, ça fait 0. Et donc, P plus Q appartient à E. Alors, on fait la même chose avec la loi externe. Je prends alpha dans R, je prends P dans E, et ma question, est-ce que alpha P appartient à E? Point d'interrogation. Pour dire que alpha P appartient à E, il faut qu'il vérifie l'équation des éléments de E, c'est-à-dire alpha P' de 1 égale 0. Bon, on ne sait pas pour l'instant, mais on connaît les propriétés de la dérivation. Dérivée multipliée par un nombre, ça fait alpha P' de 1. Et c'est alpha P' de 1 par définition de la loi externe sur les fonctions. Et donc ça fait alpha fois 0 qui fait 0. Alpha fois 0, c'est le 0 de R, et ça fait 0. Donc alpha P appartient bien à E. Alpha P appartient à E, et donc E est un sous-espace vectoriel de R3 de X. Voilà. On regarde F. Alors F, c'est l'ensemble des polynômes de R3 de X qui s'écrivent sous cette forme alpha 1 plus x carré plus bêta x cube. Alors moi, je vais un petit peu changer la d'écriture de F. Donc c'est l'ensemble des polynômes dans R3 de X qui s'écrivent, c'est-à-dire qu'il existe un alpha 1 bêta dans R tel que P égale alpha 1 plus x carré plus bêta x cube.
Voilà, donc cette écriture est la même que celle que vous avez sur la série. Là, on voit mieux qu'on est toujours dans les polynômes qui s'écrivent sous forme. Alors, exemple de polynômes qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à f. Si je prends 1 plus x carré, voilà, c'est des exemples, ça ne rentre pas dans la démonstration, c'est juste pour vous faciliter de voir ce genre d'ensemble. 1 plus x carré, il appartient à f. Pourquoi? Ça veut dire que j'ai un alpha égal à 1 et un bêta égal à 0. N'est-ce pas? Mais si je prends 2 plus x carré, ça n'appartient pas à f. Parce que je ne peux pas l'écrire un facteur 1 plus x carré. N'est-ce pas? Si je prends 2 plus 2x carré, ça, je peux dire qu'il est dans f, parce que je peux l'écrire, alors disons plus 3x cube. Ça s'écrit 2 fois 1 plus x carré, plus 3 fois x cube. Il appartient à f. Si je prends 1 plus x carré plus, disons, 2x plus 3x cube, celui-là, ça n'appartient pas à f parce qu'il y a ce 2x qui gêne. Voilà, donc est-ce qu'on voit cet ensemble-là? Donc ce sont les polynômes qui peuvent, ils n'ont pas de facteur en x et qui ont le même coefficient en constant et en x carré, tout simplement. Voilà, donc déjà avec ces exemples, on voit que f n'est pas vide, mais bon, 0. Maintenant, on passe à la démonstration. 0 de R3 de x. Il appartient à f pour alpha égale bêta égale 0. Parce que 0 s'écrit 0 fois 1 plus x carré plus 0 fois x cube. Alors, je prends P et Q dans f. Est-ce que P plus Q appartient à f? Bon, P appartient à f, donc il existe un, disons, alpha 1, un bêta 1 dans R, tel que P s'écrit alpha 1, 1 plus x carré, plus bêta 1, x cube. Q appartient à f, équivaut à, il existe un alpha 2 et un bêta 2 dans R, tel que Q s'écrit alpha 2, 1 plus x carré, plus bêta 2, x cube. Nous, ce qui nous intéresse, c'est P plus Q. Alors, P plus Q, tout le monde sait faire l'addition. Là, on va mettre en facteur le 1 plus x carré dans P plus Q. Donc, ça fait alpha 1 plus alpha 2 facteur de 1 plus x carré plus bêta 1 plus bêta 2 x cube. Et donc, je vois là que j'ai un alpha, facteur de 1 plus x carré, et là, j'ai un bêta. Donc, mon P plus Q s'écrit alpha 1 plus x carré plus bêta x cube. Et donc, ça appartient bien à f. Donc, P plus Q, il a la forme des éléments de f. On fait la même chose pour la loi externe. Je prends lambda cette fois dans R et P dans F. Et je me pose la question, est-ce que lambda P appartient à F? Alors, je continue. Donc, P appartient à F. Ça veut dire qu'il existe un alpha et un bêta dans R,
tel que P égale alpha 1 plus x carré plus bêta x cube. Alors, lambda P, c'est lambda fois tout ça. Et nous, on sait multiplier, on sait qu'on est dans un espace vectoriel et donc je peux développer et mettre ensemble le lambda alpha comme ça, 1 plus x carré, d'après les propriétés d'espace vectoriel, plus lambda bêta x cube. Et ça, c'est de la forme, si vous voulez, gamma 1 plus x carré plus, disons, delta x cube. Donc, ça a la forme des éléments de f. Donc, lambda f, lambda p appartient à f. Et donc, f est un sous-espace vectoriel de f3 de x. Alors, quand on parlera de sous-espace vectoriel engendré par une partie, on verra qu'on peut redémontrer cette deuxième question autrement. Voilà, alors j'arrête là.